Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, quelques secondes, quelques minutes pour démarrer. Je vois sur le chat public que vous êtes nombreux à nous rejoindre. Plus de 1200 inscrits ce soir, donc on est ravis en fait de vous avoir. Bienvenue au sein de la Breathing Academy, donc l'école que nous avons fondée sur Annecy, voilà, pour parler respiration, pour former à la respiration, pour pratiquer la respiration, voilà, petite salle de pratique. Et notre bol d'air, partenaire de l'école, qui nous accompagne, qui est utilisé aussi par tous les patients que l'on reçoit dans l'école. Voilà, c'est un petit rituel de salle d'attente, en fait, de pouvoir bénéficier d'une séance de bol d'air. Donc, je vais détailler avec vous tout ça dans le webinaire. Voilà, on va attendre vraiment, il est pile poil 19 h, donc on va attendre que tout le monde arrive. N'hésitez pas à interagir sur le chat. J'aurai pas forcément un regard tout le temps dessus. Je vais avoir aussi besoin de vous partager les diapositives et de les commenter. Mais régulièrement, je reviendrai sur le chat pour essayer de répondre à vos questions en direct. Alors Ghislaine, voilà, Ghislaine, on est où à Annecy? On est à Annecy-le-Vieux, sur la zone du parc des Glaisins, qui est une zone d'activité économique. Et donc tous les midis, mardi midi, mercredi midi notamment pour l'instant, on organise des cours de respiration de 45 minutes pour pratiquer en fait la respiration et revenir de plus en plus à ce qu'on évoquera ensemble, ce qu'on appelle une respiration fonctionnelle. Voilà, partant du principe que les études montrent aujourd'hui que nous sommes 90% de respirants dysfonctionnels. Voilà, donc on évoquera un petit peu ce que ça veut dire et comment, grâce au bol d'air notamment, on peut continuer à bien oxygéner nos cellules, malgré parfois un mouvement respiratoire, un geste respiratoire qui n'est pas complètement efficient. Voilà, même la Suisse est avec nous. Super, Noémie, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Alors, on laisse encore quelques minutes. De toute façon, soyez assurés que le webinaire sera enregistré, qu'un replay sera également disponible après la présentation. Voilà, et puis surtout, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions. Parfait, donc le sujet aujourd'hui, hein, comme vous le voyez sur l'écran. Oui, Yael, super, il y aura un replay. Oui, exactement. Donc, effectivement, le sujet aujourd'hui, c'est la respiration. C'est aussi l'oxygénation cellulaire, puisque finalement, le but de la respiration, c'est bien celui-là. En tout cas, un des objectifs de la respiration, c'est bien celui-là. Ça va être de s'assurer que l'oxygène parvient bien jusqu'aux cellules. Voilà, donc c'est ça qu'on va évoquer ensemble ce soir, dans les grandes lignes, hein, forcément. Sachez que les formations qu'on dispense au sein de la Breathing Academy pour les praticiens, pour les professionnels de santé, sont des formations de plus de 60 heures qui s'étalent sur 2 mois. Donc le sujet respiration, il est passionnant, d'abord, ça c'est notre métier, mais il est aussi très complexe dans sa finesse de mise en place d'un mouvement respiratoire efficace. Et surtout, ça part d'un principe de base quand même qui est de considérer que certes, la respiration se produit la plupart du temps de manière automatique, mais que pour autant, cette respiration dans sa version automatique, c'est-à-dire contrôlée, gérée uniquement par notre cerveau, n'est pas tout le temps juste au sens permettre justement cette respiration cellulaire pleinement efficace. Alors quand on est au repos, comme là, vous et moi, on est en général assis, on est en train de discuter tranquillement. Donc là aussi, j'ai besoin que mes cellules respirent convenablement, notamment pour moi ce soir, mon cerveau, les cellules de mon cerveau, pour être sûr que je vais rester concentré et puis surtout délivrer un contenu qui soit suffisamment utile pour vous. Mais aussi, on peut extrapoler, on peut se demander finalement quand on fait du sport, par exemple, où là on a vraiment une demande en oxygène très importante de la part des cellules
du cerveau également, puisqu'il commande les mouvements, mais aussi des cellules musculaires. Donc là, on a besoin encore plus de permettre à cette respiration cellulaire de se produire dans les meilleures conditions possibles. Alors, Marthe, quelle est la durée de cette visioconférence? Alors, je vous ai parlé de 60 heures, mais ça, c'était la formation. Aujourd'hui, on va juste faire 1 heure. On va vraiment délivrer le message essentiel autour de cette respiration cellulaire. On va aussi parler de cette merveilleuse invention de René Jacquet qui va nous permettre d'optimiser la captation de l'oxygène, mais aussi la livraison de l'oxygène aux cellules. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Très bien. Alors, sans plus attendre, puisqu'il est maintenant 19h05, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints. Merci beaucoup. On va attaquer tout de suite avec cette respiration cellulaire. Et je voulais d'abord vous parler du lien étroit entre l'oxygène et la respiration. Donc, juste commencer peut-être à parler de la respiration et de l'oxygène. Donc, l'oxygène, comme vous le voyez, il est présent dans l'air et quelles que soient les conditions de l'environnement, il est toujours présent à peu près 21% dans l'atmosphère. C'est-à-dire que l'air que l'on respire est composé de plusieurs gaz, comme l'oxygène, comme le dioxyde de carbone, pour ceux qu'on connaît la plupart du temps, comme l'azote aussi, qui est sûrement le gaz qui est le plus présent, puisque c'est près de 78% d'azote dans l'atmosphère. Et on trouve aussi plusieurs gaz qu'on appelle les gaz rares, qui comptent pour un petit peu moins d'1% dans cette atmosphère. Et donc, ce sont tous ces gaz que l'on inhale quand on inspire et qui vont rejoindre les poumons. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment l'oxygène va être ensuite utilisé, transporté, véhiculé par le sang jusqu'aux cellules et ensuite capté par les cellules. Et on évoquera également, finalement, pourquoi faire? Pourquoi faire? Qu'est-ce que les cellules vont bien faire de cet oxygène? Donc voilà, 21%, c'est ça qui est à disposition pour nous. Et la respiration, un des enjeux de la respiration, et notamment la première phase de la respiration, qu'on pourrait appeler respiration externe, puisqu'elle est en lien avec l'extérieur, elle va nous permettre de capter l'air et capter l'oxygène dans les poumons. Cette respiration, vous voyez, se produit plus de 20 000 fois par jour. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, le temps que tout le monde arrive, 20 000 fois par jour, c'est très souvent dans sa version automatique, c'est-à-dire c'est sans y penser. Sans y penser, ça veut dire qu'on ne va pas du tout se préoccuper de quelle est la partie du corps qui ventile, est-ce que c'est plutôt une respiration nasale, respiration buccale, est-ce que la respiration est plutôt lente ou rapide, est-ce que la respiration est plutôt ample ou fine. Tout ça va être presque réglé par notre cerveau. Et c'est justement ça que je mentionnais au départ, c'est que dans cette version automatique, il ne faut surtout pas imaginer que pour chacun d'entre nous, le geste soit parfaitement réglé, ajusté, encore une fois, quelles que soient les conditions, qu'on soit en repos ou en mouvement ou en réflexion ou soumis à des émotions, par exemple, parce que les émotions vont agir sur notre respiration. Donc cette respiration dysfonctionnelle, telle qu'on l'évoquait tout à l'heure en introduction, qui concerne 90% d'entre nous, c'est effectivement cette version automatique de notre respiration qui n'est plus aussi juste qu'elle l'a été quand on était encore nouveau-né et qu'on respirait presque parfaitement. Donc c'est intéressant de se poser la question de comment notre geste respiratoire a finalement évolué au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de nos adaptations à l'environnement, presque on pourrait dire de nos maladaptations à l'environnement. Et à force de ces maladaptations, c'est finalement un nouveau programme qui s'est imprimé dans notre cerveau et qui génère un geste respiratoire, mais qui n'est plus aussi efficace qu'il devrait l'être. Donc notre travail ici, et comme d'autres thérapeutes en respiration, c'est de réinstaller, reprogrammer une respiration automatique qui soit la plus juste possible. Donc ça veut dire qu'on réapprend
C'est une rééducation respiratoire qui va nous permettre de retrouver une respiration efficace. Donc, c'est beaucoup de travail, forcément. Ça veut dire reprogrammer un schéma très ancien, très profond, hein, puisque la respiration est gérée par notre bulbe rachidien, donc c'est la partie très archaïque de notre cerveau. Donc, reprogrammer cette zone, ça suppose de répéter le geste juste beaucoup de fois, jusqu'à ce que le cerveau archaïque puisse accepter et proposer une nouvelle version plus adéquate de la respiration automatique. Voilà, coup de chance, comme vous le voyez sur la slide, la respiration est aussi une fonction que l'on peut réaliser de manière consciente, c'est-à-dire consciemment, vous et moi, là maintenant, on pourrait accélérer notre respiration, la ralentir, la faire très profonde, la faire très fine, l'accélérer, la mettre aussi peut-être plus dans la zone thoracique, la faire venir peut-être plus de la zone ventrale. On pourrait peut-être faire une longue inspiration et puis une petite expiration ou l'inverse. On pourrait faire des apnées aussi, arrêter de respirer. Tout ça peut être décidé de manière consciente, c'est-à-dire que consciemment, je peux agir sur ma respiration. Et ça va m'offrir aussi des possibilités de régulation de mes différents états. État nerveux, état émotionnel et état physique également. J'imagine que vous avez tous déjà soupiré, par exemple. Le soupir, c'est une forme de respiration. Et on sait pourquoi on soupire, parce qu'on cherche à un moment à évacuer quelque chose, à gérer un stress, à se détendre. Et c'est très fréquemment inconscient, mais aussi, on peut aussi décider de soupirer de manière consciente pour réguler nos états. Voilà, donc vous voyez, la respiration, c'est effectivement le rôle premier, acheminer l'oxygène jusqu'aux cellules en passant par les poumons, mais c'est également un élément qui va me permettre d'interagir de manière très intime avec ma physiologie, ma sphère émotionnelle et ma sphère mentale. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qui peut se réapprendre. Une fois qu'on a évoqué, en fait, cet environnement qu'on a au niveau de l'oxygène, ce geste ventilatoire qui va nous permettre de capter l'oxygène, on va pouvoir se poser un petit peu plus la question de, finalement, comment va se produire et à quoi va servir la respiration cellulaire et donc l'acheminement de l'oxygène jusqu'à la cellule. Alors, quelques données chiffrées quand même. C'est intéressant d'avoir des grandes valeurs de notre système. Alors oui, je vous ai mis quelques chiffres clés qui sont, selon moi, assez importants d'avoir en tête. Le premier, c'est... oui, Yael, on a des belles mitochondries. Le premier, c'est 100 000 km de réseau vasculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'oxygène va être véhiculé par le sang, et notamment l'hémoglobine, qui se situe sur les globules rouges. Donc, c'est grâce à ce réseau vasculaire que je vais pouvoir acheminer l'oxygène proche de chacune des cellules du corps. Donc, c'est très important de pouvoir prendre soin de mon réseau vasculaire, de manière à ce que la circulation sanguine se passe parfaitement bien et aille vraiment jusqu'au bout de mes capillaires les plus fins, de manière à irriguer les cellules. 500 millions d'alvéoles, c'est ce dont on dispose dans les poumons. Ça représente une surface d'à peu près 75 mètres carrés. Si vous étaliez en fait vos poumons sur le sol, ça ferait à peu près un terrain de tennis, grosso modo. Donc ça veut dire que cette surface-là, c'est la surface qui va me permettre de diffuser l'oxygène capté par la ventilation dans le sang, dans le réseau vasculaire de 100 000 km. Donc vous voyez, ce premier geste de respiration externe, qu'on appelle aussi l'hématose, est extrêmement important et le geste lui-même va déterminer si je suis capable d'exploiter intégralement l'ensemble de ces paramètres. Est-ce que je vais pouvoir utiliser mes 500 millions d'alvéoles? Est-ce que je vais pouvoir utiliser mes 75 mètres carrés de surface
d'échange entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, vous voyez, on a déjà vu plusieurs chiffres. La capacité pulmonaire moyenne, c'est à peu près 4 litres et demi, 5 litres d'air. C'est-à-dire que si je prends une très grande respiration, je vais avaler dans mes poumons 5 litres d'air. Parmi ces 5 litres d'air, j'ai 20%, 21% d'oxygène. Donc, j'ai plus qu'1 litre d'oxygène dans mes poumons. Et il faut que ce litre d'oxygène puisse véritablement diffuser à travers le maximum de capillaires sanguins pour être transporté par un maximum de globules rouges. Donc, j'ai tout intérêt à optimiser ce geste au quotidien et permettre une meilleure diffusion. L'oxygène ainsi transporté va venir irriguer près de 100 milliards de cellules. C'est colossal. Ce sont toutes les cellules du corps, du cerveau, de mes cellules nerveuses, de mes organes, de la peau. Et tout ça a besoin d'oxygène pour fonctionner. Et je n'ai pas mentionné ici l'ensemble de la flore bactérienne également, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a un grand nombre de bactéries qui sont très utiles à notre physiologie, qui sont en général, qui sont situées un peu partout dans le corps. On les retrouve massivement dans la sphère digestive, dans les intestins. On les retrouve aussi dans les poumons. Alors, très souvent, on a des cellules qui vont avoir besoin aussi d'oxygène pour fonctionner. Donc, on a besoin de livrer l'oxygène à ces cellules. Petite parenthèse ici, et la beauté du système, c'est que les bactéries qu'on va trouver dans nos poumons, qui sont très utiles pour protéger les poumons, les garder en santé, garder leur forme aussi, elles sont en général capables de vivre sans oxygène. Et ça, c'est magique. C'est-à-dire que la nature a déterminé que les habitants en fait, de notre corps, qui sont dans la sphère pulmonaire, vont se débrouiller pour vivre sans prélever l'oxygène que l'on apporte, nous, dans les poumons. Voilà, petite parenthèse fermée, mais juste pour vous montrer que la nature fonctionne quand même plutôt bien. Donc, je reprends mon propos, 100 milliards de cellules, et dans ces 100 milliards de cellules, 1500 mitochondries par cellule. Et les mitochondries qu'on voit à l'image sont, elles, les usines énergétiques de nos cellules, et ce sont elles qui vont utiliser l'oxygène, comme on va le voir après, pour fabriquer l'énergie. Voilà un petit peu la séquence, et voilà pourquoi ces grands chiffres vont nous inciter à prendre soin un petit peu de notre véhicule, de notre corps. Voilà. Prendre soin de son réseau vasculaire, on comprend maintenant que ça va être déterminant pour pouvoir acheminer l'oxygène jusqu'aux cellules. Alors, je marque une petite pause. Je vois qu'il y a déjà quelques questions. Donc, hormis les questions sur le replay, je vois comment savoir quelle est la respiration adaptée à notre état du moment présent. Alors, c'est une très bonne question, Ghislaine. Merci beaucoup. Alors, effectivement, on peut comprendre quels vont être les paramètres de la respiration qui vont influencer nos états. Très schématiquement, une respiration plutôt lente, et notamment une expiration plutôt longue, va avoir tendance à nous détendre. C'est le fameux soupir que je mentionnais tout à l'heure. À l'inverse, une respiration plutôt rapide, accélérée, avec plutôt une inspiration très prononcée, comme ce que l'on produit quand on fait du sport, va plutôt être une respiration d'activation. Vous voyez, déjà, on a deux modes de respiration qui définissent des états différents. Et puis, je peux trouver une gradation entre ces deux extrêmes qui va me permettre d'affiner mes états entre l'état de repos, très profond, et l'état d'activation, très actif. Donc, là, après, il faudrait que je rentre dans les détails. Je n'aurai malheureusement pas le temps ici de vous détailler comme une boîte de vitesse, en fait, de respiration en fonction des différents paramètres. Mais ça va être intéressant, effectivement, comme vous le mentionnez, Ghislaine, c'est de dire, voilà, quelle est la respiration adaptée par rapport à l'état, pas forcément l'état présent, mais peut-être l'état que je souhaite atteindre. Est-ce que mon état du moment est un état de concentration, est un état de détente, est un état d'engagement, de mobilisation, d'excitation, de joie? On peut même aller jusqu'aux émotions. Et là, je vais pouvoir effectivement peut-être adapter ma respiration consciemment.
Autre petite question de Gérard. Comment respirer pendant une marche rapide? Le nez ou la bouche? Ah, très bonne question. On va dire que, on verra tout à l'heure, mais la respiration fonctionnelle est souvent considérée comme étant nasale. Donc le plus je vais pouvoir maintenir une respiration nasale, le mieux pour ma physiologie, pour plein de raisons. Il y a à peu près 30 fonctions du nez dans la respiration. Et donc, c'est très, très important de pouvoir majoritairement favoriser la respiration nasale. Si la marche est rapide, comme vous le mentionnez, peut-être qu'à un moment donné, vous aurez besoin de ventiler un tout petit peu plus. Et donc là, il s'agira de ventiler un petit peu par la bouche pour faire rentrer un petit peu plus d'air et donc un petit peu plus d'oxygène dans vos poumons. Mais disons que avec un entraînement régulier, une progression en fait dans l'utilisation de la respiration nasale au fur et à mesure du temps, ça peut être intéressant de switcher, de favoriser la respiration nasale. Très bien. Voilà, je m'arrêterai de temps en temps pour prendre les questions. On continue le propos sur la respiration cellulaire. Alors, juste pour vous mettre une petite équation, pour vous faire prendre conscience en fait de l'importance de l'oxygénation dans la respiration cellulaire, c'est que au niveau de la mitochondrie, donc des 1500 mitochondries par cellule, sur les 100 milliards de cellules qu'on a, l'oxygène va être combiné à un substrat qu'on appelle le glucose. Et dans cette combinaison, dans les mitochondries, alors c'est le fruit de réactions très complexes qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, mais le résultat va être, comme vous le voyez à l'écran, de l'eau. Voilà, cette réaction produit de l'eau. Produit du dioxyde de carbone aussi, qui est très souvent considéré comme le déchet de la respiration, mais on pourrait creuser ce point et dire que finalement, c'est quand même un gaz dont on a extrêmement besoin. Et puis, le résultat qui nous intéresse ici, c'est, vous voyez, 36 unités d'énergie. D'accord ? En réalité, on va produire 36 molécules qui vont favoriser le transport et être le préalable à la fabrication de l'énergie. Mais c'est ce chiffre 36 qui est important. C'est-à-dire qu'en présence d'oxygène, dans un milieu qu'on appelle aérobie, la cellule va être capable de produire de l'énergie à raison d'un coefficient de 36 entre une molécule d'oxygène et de glucose. Ça va faire 36 unités d'énergie. À l'inverse, si je n'ai pas assez d'oxygène, si je suis dans un milieu, on va dire, hypoxique, donc en manque d'oxygène, ou anaérobie, mes cellules fonctionnent sans oxygène, je vais fournir 18 fois moins d'énergie. Donc vous voyez que là, il y a quand même un élément essentiel, c'est-à-dire que cette énergie qui est produite, elle est nécessaire pour l'ensemble de nos fonctions physiologiques. Elle est nécessaire pour que les cellules puissent elles-mêmes fonctionner. Donc si je produis moins d'énergie, et là c'est beaucoup moins, 18 fois moins, va se mettre en place un certain nombre de réactions en chaîne où petit à petit, des cellules vont commencer à moins fonctionner ou dysfonctionner, et puis peut-être que ces mêmes cellules d'un même organe vont commencer à dysfonctionner. Et donc, c'est l'organe lui-même qui va pouvoir dysfonctionner. Et tout ça va pouvoir entraîner des réactions en chaîne un petit peu défavorables pour ma santé globale ou ma performance globale, si on se parle de ça, que ce soit une performance intellectuelle ou physique. Donc, privilégier la respiration cellulaire, c'est quelque part s'assurer, bien sûr que les substrats énergétiques sont présents, et donc ça, c'est plutôt l'affaire de la zone nutritionnelle. Est-ce que j'apporte les bons substrats? Est-ce que ces bons substrats sont bien assimilés, bien digérés par mon organisme? Et en parallèle, est-ce que l'oxygène est bien présent aussi proche des cellules? Et donc là, ça renvoie à la diapositive d'avant où on parlait de la captation de l'oxygène par la ventilation, du transport de l'oxygène et ensuite de la livraison de l'oxygène. Important à mentionner qu'il y a une différence en fait entre les substrats nutritifs qui vont être utilisés dans la réaction de la respiration cellulaire et l'oxygène. Un élément fondamental, c'est que l'oxygène n'est pas stockable. C'est-à-dire que je ne peux pas garder de l'oxygène ad vitam et m'en contenter. Juste quelques données, là encore, chiffrées. Moi, j'aime bien les chiffres. N'importe qui d'entre nous ici pourrait tenir 2-3 minutes sans respirer, sans entraînement, je parle. Et ça, c'est quand même un élément essentiel à prendre en compte.
j'ai besoin de ventilation pour que mes cellules puissent fonctionner. À l'inverse, je peux très bien jeûner pendant 2, 3 jours, 10 jours, voire plus, sans forcément mettre ma vie en danger. Mais pour l'oxygène, c'est quand même quelque chose de complètement différent. Donc, l'importance de la respiration, au sens cellulaire du terme, est juste primordiale pour le fonctionnement de mes cellules elles-mêmes et pour le fonctionnement de ma physiologie de manière globale. Très bien. Alors, on va parler un petit peu du manque d'oxygène. Du manque d'oxygène, j'ai mentionné tout à l'heure qu'on avait une situation d'hypoxie, de manque d'oxygène, ou d'anaérobie, c'est un terme qui pourrait être très, très proche. Cette situation-là, elle est finalement assez courante dans la vie de tous les jours. Alors, regardez le dernier point, je vous ai parlé de respiration dysfonctionnelle. C'est un des éléments très importants aujourd'hui de la situation hypoxique, c'est parce que ma respiration automatique dysfonctionne. Mais on en a d'autres. Il y a les éléments de pollution. Il y a peut-être des pathologies en fait, qui sont déjà installées dans mon corps. Et on en a vu il y a quelques années maintenant, lors du Covid. Voilà, les poumons étaient atteints et donc l'utilisation de l'oxygène était péjorée par la maladie, par le virus. Et donc au final, j'étais dans une situation hypoxique qui pouvait être très grave et aller jusqu'à la mort. Le vieillissement global, on sait aujourd'hui que dans le vieillissement, c'est la capacité respiratoire qui est touchée. Et on va, à partir de 30 ans, les chiffres disent qu'on va perdre à peu près 10% de nos capacités respiratoires, que ce soit au niveau ventilatoire, mais aussi au niveau de captation et d'utilisation de l'oxygène, 10% de nos capacités tous les 10 ans. Voilà, donc je vous laisse faire le calcul. 80 ans, ça veut dire que j'ai perdu 50% de mes capacités respiratoires. Alors bien sûr, tout ça est complètement lié à l'importance que je vais vouer à la respiration. Si je fais attention de rester actif et donc de ventiler un petit peu plus chaque jour, si je fais attention, pourquoi pas, de respirer consciemment tous les jours et de pratiquer des exercices respiratoires, cette dégénérescence de la capacité respiratoire va effectivement être moins rapide. Donc ça peut être intéressant de trouver des stratégies pour chacun d'entre nous pour limiter ce vieillissement. Et puis il y a un autre élément qui est le stress et qui lui est un facteur très courant, très commun, qui va lui aussi péjorer ma respiration et diminuer la capacité de ma physiologie, à la fois de capter l'oxygène, mais surtout de livrer l'oxygène. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a un lien très étroit entre respiration dysfonctionnelle et gestion du stress. Sans aller trop dans les détails du stress, le stress est un élément nécessaire à l'humain. Et d'ailleurs, c'est même très très intéressant d'un point de vue entretien de la santé, de se soumettre régulièrement à des petits stress contrôlés, comme peut-être vous le faites déjà, mais un petit peu de sport. Pas forcément le sport qui fatigue, mais le sport qui stimule, qui déclenche des adaptations dans notre corps. Peut-être une douche froide. Une douche froide, bien gérée, bien régulée, c'est un stress positif pour le corps, parce qu'il va demander et provoquer des adaptations très intéressantes, notamment au niveau du système cardiovasculaire, mais aussi juste pour la régulation du stress chronique. Donc, le stress est nécessaire, mais le stress mal géré, inconscient, qui s'installe, va avoir tellement d'impact sur notre physiologie, et notamment sur la respiration, qui va d'un seul coup devenir buccale, devenir accélérée et thoracique, que cette respiration ne va plus être efficace assez pour permettre la livraison de l'oxygène jusqu'aux cellules. Et ça, c'est un phénomène très très important de la situation hypoxique au niveau cellulaire. Alors je m'arrête, je vois qu'il y a plusieurs questions qui se mettent en place. Alors quel exercice respiratoire pratiquer pour maîtriser une bonne cohérence cardiaque? Alors, Gérard, c'est une très bonne question.
Cohérence cardiaque, c'est une méthode. Et cohérence cardiaque, c'est une méthode qui permet d'harmoniser la phase d'inspiration et d'expiration. Et les études montrent que il faudrait, en théorie, inspirer sur 5 secondes, 5 secondes et demie, et expirer sur 5 secondes, 5 secondes et demie. Donc ça fait environ un cycle respiratoire toutes les 10 secondes ou toutes les 11 secondes. Et vous avez raison, Gérard, en disant comment on pourrait maîtriser cette cohérence cardiaque. Parce que si au quotidien, je respire plutôt 15 à 20 fois, voire parfois 25 fois par minute parce que je suis très stressé, bah me demander de respirer une fois toutes les 10 secondes, soit 6 fois par minute, au lieu de me détendre, ça risque de me stresser. Donc effectivement, la recherche de la maîtrise de ce geste, Gérard, ça va être un travail respiratoire qui petit à petit va me permettre de ralentir spontanément, naturellement ma respiration pour qu'à un moment, je puisse avoir accès à cette fréquence respiratoire de 6 respirations par minute et que ça soit très facile pour moi et du coup que je puisse bénéficier de cette respiration. Alors, Christine, oui, le taux de saturation d'un oxymètre est un élément important. Le taux de saturation, c'est quoi? C'est la quantité d'oxygène transporté par l'hémoglobine, ou plutôt le taux d'occupation de l'hémoglobine par l'oxygène. Et en général, ça va nous indiquer quoi? Ça va nous indiquer notre capacité à capter l'oxygène de l'air ambiant dans le réseau sanguin. Et ça, c'est déjà un préalable. C'est clair que si j'ai déjà une mauvaise saturation en oxygène, c'est-à-dire que j'ai peu d'oxygène transporté par le sang, il est fort à parier qu'en bout de chaîne, mes cellules aient peu d'oxygène pour respirer. Mais ce n'est pas un élément suffisant. L'élément suffisant qu'il faut bien comprendre, c'est que la quantité d'oxygène dans le sang et la quantité d'oxygène libérée depuis le sang vers la cellule, ce sont deux données très différentes. Et c'est là où on verra aussi le lien avec le bol d'air Jacquier, puisque cet appareil et les composés volatiles que l'on respire, qui sont issus de la résine de pin, vont nous aider notamment à capter l'oxygène lié à la ventilation. Donc on va augmenter le taux d'occupation de l'hémoglobine par l'oxygène. Donc le taux de saturation que vous mentionnez va augmenter lui aussi. Mais surtout, c'est ça qui m'intéresse moi en tant qu'accompagnant en respiration, je vais favoriser la libération de l'oxygène depuis le sang vers la cellule. Et c'est ça la clé de la respiration. Quand on parle d'une respiration fonctionnelle, c'est une respiration qui va nous permettre d'aller jusqu'à une respiration cellulaire efficace. Une respiration fonctionnelle, c'est pas qu'être capable de faire des grandes ventilations très puissantes comme on a pu le voir dans les séances de gymnastique de notre enfance. Une respiration fonctionnelle, c'est un élément qui va nous permettre d'acheminer l'oxygène jusqu'aux cellules. Et ça, c'est vraiment toute la différence. Très bien. Je vais continuer le propos et puis je vais avancer sur cet aspect respiration cellulaire et hypoxie. L'hypoxie, donc, important de comprendre que ce manque d'oxygène cellulaire, quand il y a une situation hypoxique ou une anaérobie au niveau cellulaire, ça va me déclencher un cercle vicieux. À la fois, je vais manquer d'énergie. On a vu que la cellule allait en produire 18 fois moins. Et donc, ça veut dire que mes cellules, de manière globale, vont moins bien fonctionner et donc vont peut-être ralentir leur travail de cellules. Et ce ralentissement des fonctions cellulaires va déclencher certainement des troubles organiques, fonctionnels de certains organes, qui eux-mêmes vont peut-être déclencher des pathologies. Ces pathologies qui vont elles-mêmes agir sur mon énergie. Et je vais me retrouver dans un cercle vicieux où à chaque fois que l'énergie baisse, je déclenche des éléments qui vont affecter ma santé globale et encore une fois, ma performance globale. Donc pour sortir de ce cercle vicieux, il y a une condition nécessaire, elle n'est pas suffisante non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais respirer mieux que je vais tout résoudre. Mais c'est un préalable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Petite confidence, je collectionne des vieux livres de respiration qui datent du siècle dernier, des années 1900, 1920, écrits par des médecins et qui parlent de cette rééducation respiratoire déjà, et qui mentionnent que c'est presque inutile de chercher à soigner une pathologie par des médicaments ou par des thérapies, si déjà la respiration n'est pas fonctionnelle. Donc, encore une fois, ça veut dire que c'est un élément nécessaire. Dans leurs propos, ce n'est pas du tout suffisant. Il faut certainement accompagner cette démarche par des thérapies ciblées sur telle et telle pathologie, mais la base doit être une respiration efficace. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est véritablement comprendre que la respiration doit favoriser la respiration cellulaire et donc acheminer l'oxygène jusqu'aux cellules. Alors, regardons un petit peu ce qu'il y a dans le chat. Tac, tac, tac. Alors oui, Vanina, nous n'avons pas les mêmes besoins en volume ni en rythme. Ça, c'est clair. Pas les mêmes besoins, pas la même physiologie, pas les mêmes actions, pas les mêmes métabolismes. Pour autant, il y a des paramètres qui vont dans ma respiration m'assurer de la livraison de l'oxygène jusqu'aux cellules. Et notamment, ce que je vais détailler juste après, sur la diapositive après, quelques grands critères, sans que ça soit effectivement chiffré. Vous parlez de l'inspiration sur 5 secondes, ça c'est pas nécessairement une respiration de tous les jours. C'est un travail respiratoire qui a un impact sur le système nerveux, qui a un impact sur l'oxygénation. Ça peut être très différent. Ma respiration peut être un tout petit peu plus rapide. Ça peut être 10 fois par minute, 12 fois par minute, et rester tout à fait fonctionnel et efficace au sens cellulaire du terme. Pour autant, voilà, je vais vous partager quelques critères qui peuvent être des qualificatifs d'une respiration assez fonctionnelle. Alors, Ondine, si l'amélioration de l'oxygénation est bénéfique au fonctionnement des cellules, que faut-il penser pour les cellules malsaines? Ah, très, très intéressant. Justement, je regardais cet après-midi une étude récente qui date de mars 2023, qui, pour l'instant, mentionne que les cellules malignes, malsaines, cancéreuses, jusqu'à présent, on considérait que s'il y avait suffisamment d'oxygène pour les cellules saines, bah, peut-être qu'on arrivait à contrecarrer le développement des cellules malignes. Et on s'aperçoit aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de rentrer dans l'étude de manière détaillée, mais je le ferai prochainement. On s'aperçoit aujourd'hui que les cellules cancéreuses peuvent vivre et se développer sans oxygène. Donc c'est un petit peu des éléments qu'il faut prendre en compte dans ces traitements. Donc c'est pour ça que je disais que c'est une condition nécessaire, la ventilation, la respiration cellulaire, mais pas forcément une condition suffisante, malheureusement. Très bien. Je vais avancer. Donc voilà, respiration fonctionnelle. 3 éléments pour moi, 3 piliers en fait de la respiration fonctionnelle qu'il faut prendre en compte pour valider que la respiration nous est utile. Le premier, on l'a mentionné déjà tout à l'heure, la ventilation, c'est comment je fais rentrer l'air dans les poumons. Donc ça suppose d'avoir un geste juste, d'accéder à des muscles inspiratoires, à des structures, la cage thoracique par exemple, le diaphragme, qui soient efficients assez, et ensuite que je puisse transférer l'oxygène dans le sang. Puis vient la partie justement biochimique, un petit peu les échanges gazeux, l'oxygène, le dioxyde de carbone, et puis un autre gaz que je vais juste mentionner dans ce webinaire, mais on en parle beaucoup maintenant de l'oxyde nitrique, qui est un gaz de plus en plus étudié et qui a des effets très prononcés dans la communication entre les cellules, mais aussi dans l'efficacité de la respiration et notamment au niveau du transport et de la libération de l'oxygène. Donc, la biochimie respiratoire, elle dépend de la fonction respiration globale et notamment du temps entre l'inspiration et l'expiration et de ma possibilité comme ça de
de gérer les gaz pour optimiser la livraison de l'oxygène à la cellule. Le troisième pilier, vous voyez, j'ai mis neurorégulation, c'est pour faire référence à ce que je mentionnais tout à l'heure, c'était que finalement, je pouvais, en agissant sur ma respiration, déclencher des états et stimuler mon système nerveux, et notamment le système nerveux autonome, pour avoir une possibilité de conscientiser un état et aussi le modifier, et encore une fois, que ce soit un état physique ou physiologique, un état mental ou émotionnel. Émotionnel, ça fait les deux. Mental ou émotionnel. Donc cette possibilité de réguler ma respiration, comme on l'a évoqué rapidement avec la cohérence cardiaque, va me donner une possibilité de gérer et d'être en maîtrise d'un certain nombre d'états. Donc voilà ce qu'on travaille quand on travaille la respiration. Le parti pris de l'école de travailler ces trois piliers-là et vraiment n'en éluder aucun. Parce que je peux très bien être très fort en ventilation, mais pas avoir des bons paramètres qui me permettent de gérer la biochimie et qui ne me permettront pas non plus de réguler mes différents états. Alors, je vous parlais tout à l'heure de quelques paramètres. Voilà. Pour nous, une respiration fonctionnelle, c'est une respiration plutôt lente. Voilà. Alors, forcément, on a dit tout à l'heure, ce n'était pas nécessairement 6 fois par minute ou 4 fois par minute. Ça peut être 10 fois par minute, 12 fois par minute. C'est certainement pas 20 ou 25 fois. Donc, si vous vous apercevez que vous avez une respiration qui est au-delà de 15, interrogez-vous quand même si vous avez peut-être moyen de ralentir votre respiration, parce que derrière le ralentissement, comme j'ai dit sur la diapositive d'avant, il y a un lien avec le système nerveux et il y a un lien avec l'équilibre gazeux dans le sang et proche des cellules. Régulière, ça aussi c'est un élément intéressant, c'est-à-dire qu'elle peut avoir un certain schéma entre l'inspiration et l'expiration, mais dans un même environnement, dans une même posture, dans une même dépense énergétique, je vais être en capacité de proposer le même schéma pendant un certain temps. Et je ne vais pas forcément avoir une respiration erratique, très, très déséquilibrée entre l'inspire et l'expire, ou pas retrouver les mêmes phases à chaque cycle respiratoire. Donc ça aussi, observez-vous, regardez-vous et essayez de voir si votre respiration est plutôt régulière. Subtil, ça veut dire quoi? Subtil, ça veut dire que je vais pas forcément proposer une respiration très visible, ni très audible. Voilà, si je fais beaucoup de bruit quand je respire, si on voit mon corps ventiler très fortement, au repos, je parle, bah, peut-être que ma conscience du geste, ma maîtrise du geste est là aussi à améliorer. L'expiration longue, c'est un autre élément qui est très intéressant, c'est que je peux essayer d'avoir une expiration un petit peu plus longue que la phase d'inspiratoire. Ça va me permettre vraiment d'agir très fortement sur mon système nerveux et sur la possibilité du sang de livrer facilement l'oxygène jusqu'aux cellules. Et enfin, la partie nasale est aussi intéressante. J'ai mentionné tout à l'heure plus de 30 fonctions de la partie nasale, de la cavité nasale dans la respiration, dans sa régulation, dans son traitement de l'air, que ce soit le filtrage, le réchauffement, l'humidification de l'air, par exemple, dans sa possibilité de créer une petite résistance dans mon inspiration pour que mes muscles inspiratoires soient plus précis. Voilà, il y a pas mal d'éléments là ici qui sont intéressants à privilégier. Et puis, l'autre élément, l'autre facteur qui va être déterminant aussi dans ma respiration quotidienne va être la possibilité de respirer par le diaphragme, par ce grand muscle qui scinde mon abdomen en deux, enfin mon tronc en deux. D'une part, les poumons et le cœur sur la partie haute, au-dessus du diaphragme, et en dessous, toute la sphère digestive et intestine, qui elle aussi va vivre en fonction du mouvement du diaphragme, d'oscillation du diaphragme. Donc finalement, quand j'ai ces quelques paramètres en tête, je peux déjà faire une première analyse de ma respiration, on va dire fonctionnelle. Voilà.
Bien, vous voyez, finalement, la respiration, ça semble être un geste simple, parce qu'encore une fois, on le produit près de 20 000 fois par jour. Classiquement, on va exprimer, hein, sans tomber dans les, dans les grandes phrases, mais la vie commence par l'inspiration, ça c'est un fait, finit par l'expiration, donc c'est déjà un cycle respiratoire en soi, la vie, inspire, expire. Et puis au milieu de tout ça, je vais avoir plein de petits cycles, 20 000 fois par jour, des cycles différents d'inspire et d'expire. Donc là, on comprend l'importance la perfection du geste et de cette conscience qu'on va mettre sur la régulation du geste parce que, encore une fois, c'est ce qui va me permettre non seulement d'apporter l'air dans les poumons, mais comme on l'a échangé, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas suffisant, mais surtout de favoriser la livraison de l'oxygène jusqu'aux cellules. Alors, quand on a évoqué ça, quand on voit la complexité que ça peut être finalement de s'assurer qu'au quotidien, j'ai une ventilation, une respiration suffisamment juste pour que mes cellules respirent, eh ben, c'est très facile de comprendre que une invention telle que celle de M. René Jacquier, le bol d'air, va être un atout dans notre quotidien pour pouvoir justement s'assurer que plusieurs fois par jour, peut-être, je peux comme booster mes cellules par une oxygénation plus précise. Alors, je vais vous parler un petit peu de cet objet que l'on utilise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'école, et, et vous expliquer très schématiquement le fonctionnement, en fait, et pourquoi c'est finalement beau de pouvoir utiliser la nature. On parle de résine de pin ici, dans ce petit réservoir. Donc, c'est vraiment très, très naturel. C'est de la résine collectée dans les Landes. Et cette résine va nous aider dans le transport de l'oxygène. Alors, il y a quelques questions. Je vais essayer de m'arrêter. Alors, Myriam, quelle différence entre la respiration par le nez ou par la bouche? La respiration fonctionnelle n'était pas plus intéressante par le nez. Si, tout à fait. Tout à fait, c'est ce que je mentionnais, effectivement. La respiration buccale peut être importante. Encore une fois, quand je fais un effort très, très intense, encore une fois, quelques chiffres. Si vous faites un effort de course à pied, par exemple, à une allure très, très rapide, vous allez devoir peut-être ventiler jusqu'à 200 litres d'air par minute. 200 litres d'air dans des poumons qui accueillent à peu près 5 litres, ça fait 40 ventilations par minute. Donc, il faut aller extrêmement vite. Et pour aller vite dans cette ventilation, c'est quand même beaucoup plus simple d'ouvrir grand la bouche et d'utiliser pleinement tout ce volume que de passer par des petits conduits nasaux qui vont, de fait, limiter un petit peu la grande ventilation. Mais là, on se parle de cas extrêmes, de très grande vitesse. Et comme je disais tout à l'heure, au sujet de la marche rapide, si je peux progresser dans mon activité en maintenant une respiration nasale le plus souvent possible, ça sera à bien des égards, biochimique, neurorégulation, comme on l'a mentionné tout à l'heure, efficace. Alors, recommandez-vous de pratiquer des inhalations au-dessus d'une casserole surmontée d'un cône avec des huiles essentielles afin de libérer les bronches et le nez? Alors, oui, tout à fait, notamment quand vous êtes un petit peu encombré au niveau nasal, ça peut être très intéressant d'utiliser ces huiles. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais c'est quelque chose que je pratique. Donc, oui, tout à fait, ça peut être intéressant. Respiration euphorisante. Oui, on pourrait imaginer de changer d'état et de vraiment avoir une énergie comme ça débordante dans l'euphorie. Il y a des états modifiés de conscience qu'on peut largement atteindre aussi avec des ventilations très puissantes. Donc vraiment, la respiration va nous permettre de faire plein de choses et c'est aussi l'intérêt. Mais ça passe déjà par régler notre respiration fonctionnelle de tous les jours. Voilà. Toutes les méthodes qui vont nous emmener vers des états particuliers sont très, très intéressants. Mais on va dire que la plupart du temps, on est quand même en prise avec notre respiration fonctionnelle et c'est elle qu'il va falloir peut-être réguler d'abord.
Alors, peut-on utiliser le bol d'air chez les enfants? Oui, vous verrez, la limite d'âge, c'est 36 mois. J'en parlerai tout à l'heure. Le rôle de l'apnée volontaire. Le rôle de l'apnée volontaire, il y a plein d'enjeux en fait derrière l'apnée. Moi, c'est un sport que je pratique. C'est un sport passionnant. Explorer la non-respiration pour comprendre la respiration et créer des adaptations pour que la respiration fonctionne mieux. La logique ici, Dominique, c'est finalement de priver le corps de l'oxygène de manière contrôlée en faisant des exercices précis. Et ça va justement me permettre peut-être de développer encore plus mon réseau capillaire, donc m'assurer que je puisse malgré tout livrer un petit peu plus d'oxygène, même si j'en manque. Ça va me permettre aussi de consommer moins au quotidien, donc de ralentir ma respiration au quotidien. Ça va me permettre aussi de favoriser le transport de l'oxygène, mais aussi le détachement de l'oxygène vers la cellule. Et ça, c'est un élément important également. Voilà, puis au-delà de ça, ça va travailler mon mental, ça va travailler ma détermination, ça va travailler ma souplesse, ça va travailler mon acceptation, ma capacité à être dans l'instant présent, etc., etc. Donc, je vous encourage vraiment à explorer ce sport. Alors, encore deux, trois questions, puis après, je vais avancer. Sur l'inspire, le diaphragme monte ou descend. Alors, sur l'inspiration, le diaphragme va venir appuyer sur la sphère digestive, descendre dans l'abdomen pour justement étirer les poumons et créer du volume et favoriser l'inspiration. Super. Allez, je continue à avancer. Je vois que Émilie répond sur la partie enfant et Jessica aussi. Super, merci beaucoup. Très bien. Allez, je continue un tout petit peu. Donc, concernant le bol d'air, donc l'idée de départ, grâce à l'observation de la nature de M. René Jacquier, c'était vraiment de dire la respiration cellulaire est ce qu'il faut privilégier pour plein de raisons, comme on l'a vu tout à l'heure. Le fonctionnement, c'est que l'oxygène vient dans les poumons, est capté par l'hémoglobine, puis libéré vers la cellule. Et la question, c'est comment je peux optimiser cet aspect-là. Et l'observation a été de regarder certaines capacités, on va dire, oxygénantes, même si le mot n'est pas forcément dans la langue française, on va le prendre parce qu'il est parlant, oxygénantes des végétaux. Et le végétal retenu par René Jacquier après ses études a été le pin des Landes, et notamment cette résine qui contient des composés qui vont nous permettre, en tout cas qui vont permettre à l'oxygène d'être plus facilement capté par le globule rouge, par l'hémoglobine, et ensuite d'être plus facilement libéré vers les tissus. Donc ça, c'est génial parce que c'est finalement notre préoccupation dans cette respiration fonctionnelle que je mentionnais tout à l'heure. Et ça se travaille très bien en travaillant notamment avec le dioxyde de carbone, qui va être un élément important en fait pour la livraison de l'oxygène. Mais voilà, juste, je vous le pose là, mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails, ça nous emmènerait trop loin. Mais on peut travailler cette captation et cette libération de l'oxygène grâce à la respiration fonctionnelle. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même exceptionnel de pouvoir bénéficier également d'un outil, d'un produit naturel qui va favoriser cette captation et cette libération. Donc du coup, ma respiration cellulaire va s'effectuer parfaitement bien. Et vous voyez, on mentionne non plus sans risque oxydatif, c'est-à-dire que dès l'instant où je manque d'oxygène, ou dès l'instant où j'ai trop d'oxygène aussi, parce qu'on pourrait se dire, bah allez, on respire de l'oxygène pur en permanence. Mais ça serait vraiment aussi dénaturer l'équilibre gazeux du corps, et à terme, ça créera un stress, notamment d'oxydation, par une trop grande quantité d'oxygène dans le corps. Donc, nous, l'intérêt, c'est vraiment de favoriser la fonction mitochondriale par l'apport de cet oxygène, s'assurer que les 1500 mitochondries de mes 100 milliards de cellules fonctionnent parfaitement. Et ça va me permettre d'accroître l'énergie dans mon corps et de rompre ce cercle vicieux que je mentionnais tout à l'heure en situation d'hypoxie. Alors, comment ça se passe rapidement? Voilà, schématiquement, vous voyez que l'orésine, en fait, qui est le composé qui se trouve dans le bol d'air Jacquier, qui va être traité par
le procédé ici mécanique et de ventilation qui est installé va s'associer à l'oxygène et va fonctionner comme un catalyseur. C'est-à-dire que dès l'instant où l'orésine est associée à l'oxygène, bah, cette molécule va à la fois mieux être captée, vous voyez, au niveau du globule rouge, va être mieux captée sur l'hémoglobine. Vous voyez, il y a 4 sites de fixation sur l'hémoglobine. Et c'est un procédé, en général, assez complexe pour que l'hémoglobine puisse capter l'oxygène. Et là, avec l'orésine, avec l'association d'oxygène et d'orésine, bah, je vais avoir une plus grande facilité d'associer l'oxygène à l'hémoglobine. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que là, j'ai transmis l'oxygène depuis le poumon vers l'hémoglobine, et donc ça voyage dans mon réseau vasculaire. Mais là où la beauté réside, c'est que au contact d'une cellule qui va avoir besoin d'oxygène, eh ben, la liaison entre l'hémoglobine et l'oxygène doté d'orésine va être un petit peu plus faible que d'habitude. Et donc l'oxygène va être mieux livré à la cellule et donc mieux utilisé par la mitochondrie. Voilà, donc ça, c'est très effectif. Il y a aujourd'hui beaucoup d'études que vous pouvez retrouver sur le site d'Holist sur les effets de cette oxygénation dans différents domaines, pour le sport, pour la perte de poids, pour l'anesthésie, par exemple, et j'en oublie forcément. Et donc, je vous invite à prendre connaissance de ces études pour bien percevoir l'effet positif de cette oxygénation cellulaire, rendu possible, rendu facile par le bol d'air. Donc, ça veut dire que c'est forcément à destination de tous. Voilà, je mets juste en garde pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. On a dit aussi les enfants de moins de 36 mois. Précaution avec toutes les personnes qui vont peut-être avoir des pathologies respiratoires. Ça veut dire qu'il faut un avis médical et puis surtout, dans tous les cas, il faudra une progressivité très importante. Il y a une notion de régularité de l'utilisation du bol d'air. Ça ne veut pas dire forcément tous les jours. Ça peut être par cure. Alors peut-être sur une période d'1 mois, je vais faire tous les jours. Ou peut-être toute l'année, je vais faire une fois par semaine, mais c'est régulier. C'est-à-dire que mon organisme s'habitue à avoir cet apport, cette aide extérieure qui va favoriser cette oxygénation. Et puis, on peut s'exposer à différents temps de respiration dans l'appareil. Vous voyez, cette petite buse en fait, qui va projeter l'air doté d'orésine, l'oxygène associé à l'orésine. Et donc, je vais juste inhaler cet air. Je peux le faire pendant 1 minute, c'est bien pour commencer. Et puis peut-être graduellement, en ayant pris l'habitude de le faire, augmenter la durée d'exposition pour bénéficier de ces effets. Voilà, on dit qu'en général, l'effet va durer à peu près 2-3 heures suite à une exposition. Donc, ça vous donne un petit peu le moment d'exposition par rapport à ce que vous souhaitez et pour bénéficier de complètement de cette oxygénation. Alors, laissez-moi revenir un petit peu dans le chat. Oula, il y a plein de choses qui se sont passées. Alors, il y a pas mal de questions. Quelle respiration avec des séances de bol d'air, par exemple, de Ghislaine, merci beaucoup. Respiration naturelle, voilà, cherchez pas forcément à faire des grandes ventilations. Respirez, peut-être juste essayer de respirer lentement pour retrouver une respiration plus proche de l'aspect fonctionnel. Je vous invite vraiment à favoriser la partie nasale. Je vous invite vraiment à favoriser la partie ventrale, diaphragmatique. Là aussi, pour optimiser la transmission, la diffusion de l'oxygène vers le sang. Super. Oui, exactement. Donc, il y a des notions du bol d'air à l'heure limite à laquelle on peut pratiquer du bol d'air. Merci Alain. Effectivement, si vous êtes sensible, notamment à toute substance énergisante, le bol d'air peut vraiment vous donner un petit coup de fouet. Donc si le sommeil est parfois difficile, n'hésitez pas à faire vos séances plus tôt le matin pour profiter pleinement de cette oxygénation dans la journée.
et éviter les inconvénients d'une trop grande énergie le soir quand on doit aller se coucher. Alors, les études scientifiques, oui, enfin, je pense qu'Émilie et Jessica répondront plus facilement, mais elles sont en grande majorité indépendantes, donc ça peut être intéressant de les regarder. Est-ce qu'il y a un risque de dépendance? Alors, pas à ma connaissance. C'est intéressant de pouvoir ponctuellement, encore une fois, favoriser cette respiration cellulaire. Pour moi, je dirais juste, mais c'est aussi parce que c'est mon métier, de bien prendre en compte les deux aspects. Un petit coup de boost avec le bol d'air pour vraiment oxygéner mes cellules et t'assurer que c'est un processus qui fonctionne bien, parce que ça va m'aider au quotidien. Mais en parallèle, j'espère que je vous aurai aussi suffisamment sensibilisé à la nécessité de réapprendre la respiration, de retrouver une respiration juste au quotidien et surtout, peut-être de développer votre palette respiratoire. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir une meilleure maîtrise de ma respiration, quelles que soient les conditions, quels que soient les états que je vais devoir ou que je vais vouloir atteindre ou gérer. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie. On arrive à la fin de ce webinaire. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous voir aussi nombreux sur ce webinaire. Et puis, je suis sûr que la Société Holiste fera le suivi. Je vois que vous avez déjà un email et un numéro de téléphone pour contacter la société et avoir des renseignements plus précis sur cette société. Et je vous donne rendez-vous une prochaine fois, j'espère. Et je vous encourage, encore une fois, à bien respirer. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Et puis, portez-vous bien. À bientôt.